Bien, donc merci aux organisateurs, c'est toujours un plaisir de venir ici à Lumini. Donc je vais vous parler de certains résultats qui sont apparus, certaines connexions qui sont apparues récemment entre théorie des valeurs extrêmes et problèmes de sortie stochastique. Alors vous verrez, en fait, c'est un domaine où il y a beaucoup de questions ouvertes encore. Là, je vais vous présenter quelques réponses, mais il reste beaucoup de questions donc, que je soumets à votre sagacité. Donc je vais commencer par donner un petit aperçu de théorie des valeurs extrêmes. Donc, en m'excusant auprès de ceux d'entre vous qui connaissent ça très bien, donc vous avez l'occasion de faire une petite sieste ou de consulter votre mail. Donc pour les autres, donc on part d'une situation assez classique avec des variables aléatoires réelles indépendantes identiquement distribuées. Donc je vais noter f, leur fonction de répartition commune. Et alors une chose qu'on a l'habitude de voir en probabilité, c'est des propriétés de leur somme. Donc les sommes partielles, somme i allant de 1 à n de xi. Donc on a en particulier un certain nombre de théorèmes limites. Alors souvent ces théorèmes limites disent quelque chose de la forme que donc Sn moins un certain Bn divisé par An, donc ça c'est égal à une certaine variable y, disons convergence en loi. Alors bon, un exemple très classique c'est le théorème central limite. Donc pour ça il faut que x1 soit dans L2. Et puis dans ce cas, vous savez que y c'est une loi normale que vous pouvez prendre centrée réduite. Ceci dit, si et bon, AN et BN, vous savez ce que c'est, je ne l'écris pas. Mais si x1 n'est pas de carré intégrable, il y a d'autres théorèmes limites. Donc un autre exemple assez connu, c'est la loi de Cauchy. Donc pour le cas de la loi de Cauchy, c'est facile de voir que en fait, c'est Sn divisé par n qui est égal en loi, donc qui donne encore une variable de loi de Cauchy. Donc c'est pas la même échelle. Hein. Ici on a du n, alors que pour le TCN on a du racine de n. Alors plus généralement, on sait que y doit être stable. D'accord, donc une variable limite, en fait, ça doit être une variable stable, donc la loi doit être stable par convolution. Donc un exemple, les exemples de lois stables, c'est si la fonction de caractéristique est égale à l'exponentielle de moins t à une certaine puissance alpha. Bon, il y a d'autres exemples, hein, ça peut être asymétrique également. Alors, bon, si j'écris ça, si je dis ça, c'est en fait pour faire le lien avec la théorie des valeurs extrêmes, où ici, en fait, on va s'intéresser non pas à la somme, mais au max. Donc, le max de x1 jusqu'à xn. Donc, ça apparaît dans des problèmes d'assurance. Donc, imaginez par exemple que xi soit la hauteur de l'eau de la IM crue d'une certaine rivière, et que vous voulez déterminer la prime d'assurance contre des inondations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la plus haute des crues, quelle est la probabilité que la plus haute des crues dépasse la hauteur de la digue. D'accord, donc ça joue un rôle dans ce genre de problème. Alors, c'est facile de voir que la fonction de répartition de Mn, eh bien, c'est la fonction de répartition de x1 à la nème puissance. Et donc, par analogie avec ça, en fait, je vais dire que f appartient, donc la fonction de répartition appartient au domaine d'attraction d'une certaine fonction de répartition phi, si, donc en fait, Mn moins Bn sur An tend en loi vers Y, et donc Y a la fonction de répartition phi.
Donc pour un certain choix approprié de AN et BN. Et ça, en fait, c'est équivalent en vertu de ça à dire que limite lorsque n tend vers l'infini, donc sont juste une transformation. Alors, donc elles sont, donc c'est ANT plus BN puissance n est égal à phi de t pour tout t. Donc vous voyez, en fait, ici, on avait cette invariance par convolution qui se traduit de manière simple sur les fonctions caractéristiques. En fait, ici, c'est une propriété analogue, mais sur les fonctions de répartition qu'on va chercher. Alors, on peut faire deux remarques. Premièrement, si f appartient au domaine de phi, alors f appartient aussi au domaine de phi de toute transformation affine comme ceci. Donc en fait, il faut plutôt penser en termes de classe d'équivalence de fonctions de répartition par transformation affine comme ceci. Et puis l'autre remarque, c'est que si f appartient au domaine de phi, alors ça entraîne qu'il existe A positif et B réel, tel que f, en particulier f de AT plus B, phi de AT plus B au carré soit égal à phi de t. Donc en fait, on peut chercher les lois limites possibles en cherchant des solutions, des fonctions de répartition qui sont solutions d'une équation fonctionnelle de ce type. Donc ça a été fait il y a déjà pas mal de temps, notamment par Frechet, par Fischer et Tippett et par Gnedenko. Donc en particulier, il y a un article de Gnedenko de 1943 qui est très lisible. En plus, il est écrit en français, pas en russe. Donc, il est très bien écrit, je vous le conseille vivement. Alors, donc, il démontre pas mal de choses sur les lois limites possibles, les critères de convergence, etc. Donc, en particulier, il y a un théorème qui dit la chose suivante. Donc, il faut exclure un cas dégénéré qui est celui où f, c'est l'indicatrice t inférieur ou égal à c, qui correspond au cas où f ou x est constante presque sûrement. Ça, c'est un cas trivial. Et donc, si on exclut ça, si f appartient au domaine de phi, alors en fait, phi est nécessairement... donc, on identifie toutes les limites possibles. Donc, en fait, on peut décomposer ça en trois familles. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois de Frechet. Il y a des lois qui sont une variante de lois de type Weibull. Et puis, une troisième qui va m'intéresser dans cet exposé, qui s'appelle la loi de Gumbel. Alors, je vais juste vous donner la loi de Gumbel. Qu'est-ce que c'est que cette loi ? La fonction de répartition, ici, je vais la noter lambda de t, c'est exponentielle moins exponentielle de moins t. D'accord ? Les Frechet et Weibull, c'est des espèces d'exponentielles de puissance de t. Ok, donc Gnedenko donne pas mal de critères très précis sur quand ma fonction de distribution f est dans le bassin d'attraction d'une de ces différentes lois, donc qu'on appelle max stable. Donc, je vais appeler R de t la loi des queues de la distribution, 1 moins f de t. Et alors, il y a un premier lemme qui est facile à montrer, qui dit la chose suivante, c'est que, alors je fais toujours l'hypothèse que f n'est pas dégénéré, donc que x n'est pas constante presque sûrement. Donc f est dans le domaine de phi. Si et seulement si, il existe donc an positif et bn, tel que, limite lorsque n tend vers l'infini, alors je vais avoir n R de ANT plus B est égal à moins log phi de t pour tout t tel que phi de t soit positif.
Alors ça, c'est assez facile à voir. Il faut juste s'apercevoir que nécessairement ANT plus BN doit tendre, que en fait f de ANT plus BN doit tendre vers 1, et on prend le log de l'autre relation, et puis on fait un développement limité autour de 1 du logarithme. Et on tombe là-dessus. Alors ça, en soi, ce n'est pas encore très pratique à utiliser parce que on ne sait pas comment construire les AN et BN. Mais en fait, Gnedenko donne aussi des manières de les construire. Donc dans le cas de la convergence vers la loi de Gumbel, un choix possible, les AN et BN, est le suivant. Donc, pour BN, on peut prendre le plus petit t pour lequel f de t est strictement supérieur à 1 moins 1 sur n. Alors bon, si f est continu, il y a égalité, mais en fait, il inclut des cas où la fonction f peut faire des sauts. Et puis, il y a une expression pour an qui ressemble un peu, donc c'est le plus petit t pour lequel f de t plus bn est plus grand que 1 moins 1 sur n fois e. Donc, avec ça, on peut travailler de manière assez explicite, et en particulier, on peut montrer que la loi normale appartient au domaine d'attraction de la loi de Gumbel. Il suffit de calculer les AN et BN et de regarder ses limites. D'accord ? Donc c'est assez explicite comme critère. Alors un dernier résultat de théorie des valeurs extrêmes que j'aimerais mentionner, c'est le suivant. Donc il établit un lien avec ce qu'on appelle la théorie des durées de vie résiduelles. Et alors pour ça, on va appeler T0 le plus petit t pour lequel f de t égale 1. Donc ça, c'est soit dans R, soit plus infini. D'accord, ça dépend quel est le support de la distribution de x. Et donc, on sait que f est dans le domaine de lambda, f toujours non dégénéré, si et seulement si il existe une fonction a de z continue, donc elle doit tendre, si z tend vers t0 par la gauche, cette fonction doit tendre vers 0, et on doit avoir la propriété suivante, c'est que R de Z facteur de 1 plus A de Z fois T sur R de Z doit être égal à moins log lambda de T, c'est-à-dire E puissance moins T pour tout T dans R. Alors ça, en fait, ça peut se comprendre. Alors oui, un choix possible de cette fonction R, c'est une fonction qui, sur la fonction A, donc A de Bn, on peut le prendre égal à An sur Bn. Alors, donc il faut penser qu'on prend ici une sous-suite de valeurs de Z qui sont données par Bn, parce que dans ce cas, vous voyez que vous allez avoir le R de Bn. Le R de Bn, ça va être 1 sur n essentiellement. Donc ça va vous produire le n qui est ici. D'accord ? Et si vous substituez A de Bn égale An sur Bn là-dedans, vous allez exactement retomber sur ce R de ANT plus Bn. D'accord ? Donc, alors pourquoi est-ce que ça donne une interprétation intéressante ? Vous voyez que les R, c'est des probabilités de queue. Donc en fait, ça,
ça peut s'interpréter comme une proba conditionnelle. Ça, c'est la proba que x soit plus grand que z facteur de 1 plus a de zt, sachant que x est supérieur à z. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle une durée de vie résiduelle. Donc sachant qu'on a déjà atteint l'âge z, quelle est la probabilité d'atteindre un âge plus grand? Donc ça vous dit de nouveau que ce qui compte pour la convergence vers une des lois stables, c'est la décroissance, c'est les queues de la distribution initiale. Alors, je vais en venir maintenant à un premier lien avec le problème de sortie stochastique. Donc ici, ça va être en dimension 1. Alors, donc on va regarder une équation différentielle stochastique d'Ito, très standard, dxt égale moins v' de xt dt, plus sigma dwt, wt est un brownien standard, et sigma va être un petit paramètre. Et ici, ma fonction v, mon potentiel, ça va être une fonction comme ceci, à double puits. Donc il y a deux minima locaux en x- et x+. Donc disons que le maximum local est en 0. Et je vais appeler lambda la courbure au maximum local. Et donc je vais m'intéresser à des temps de première atteinte, donc des premiers temps tels que xt prennent la valeur x. Alors ce qu'on connaît bien pour ce genre de problème, c'est que si sigma est petit, donc si je représente ici une série temporelle donc avec mon x- et mon x+, eh bien c'est que, disons que je commence, j'ai une condition initiale négative, donc en fait je vais très longtemps osciller au voisinage du minimum de gauche, je vais faire des excursions donc occasionnelles, et puis bon, si j'attends assez longtemps, finalement je vais voir une transition vers le minimum de droite. Alors, bon, ce qu'on connaît très bien, c'est des informations sur la loi du temps de première atteinte du minimum de droite. Donc on sait que ça prend un temps exponentiellement grand. Ça, on peut déjà le faire avec les grandes déviations. Donc il y a une loi d'Arrhenius qui dit que l'espérance du temps va comme l'exponentielle de la différence de potentiel entre le minimum et la barrière ici sur sigma carré. On sait aussi que la loi tend vers une loi exponentielle quand on la renormalise par son espérance. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de différent. C'est juste, en fait, la loi de la dernière partie ici de la trajectoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie réactive de ma trajectoire de transition. Et elle a des propriétés très différentes donc de la loi du temps d'atteinte de x+, juste en partant d'une condition initiale x0. Alors, comment accéder à cette, à cette partie réactive? Alors, il y a un théorème récent qui est dû à Frédéric Serroux, Arnaud Guyader, Tony Lelièvre et Florent Malrieux, qui est paru dans Aléa l'année passée. Alors ce qu'ils font, eux, c'est pour avoir accès à cette partie réactive, déjà ils introduisent deux niveaux intermédiaires, A et B. Bon, A va tendre vers x-, B on peut le faire tendre vers x+, si on veut, c'est pas très important. Donc ils prennent une condition initiale x0
qui est comprise entre A et 0. Et il regarde le processus conditionné à toucher B avant A. Et ce qu'il démontre, c'est la chose suivante, c'est que... Alors j'introduis une notation qui, je pense, s'explique assez bien d'elle-même. Donc on regarde la loi de lambda tau B moins 2 log sigma. Bon, pour moi, sigma est toujours plus petit que 1, donc je mets des valeurs absolues pour avoir quelque chose de positif. Sachant que tau B est plus petit que tau A, lorsque sigma tend vers 0, eh bien ça tend vers la loi de Z plus T de X0 et B, où ça, c'est une constante déterministe qu'on connaît explicitement. C'est essentiellement la somme de deux temps déterministes, celui pour aller de sigma vers B et celui pour aller de moins sigma vers A, ou vers X0, pardon. Et ça suit une loi de Gumbel standard. Donc vous voyez, ce que nous dit ce résultat, c'est que la loi en fait de mon temps de transition réactive, c'est essentiellement donc une constante déterministe plus une variable aléatoire qui suit une loi de Gumbel modulo ce décalage de log sigma. Donc on aimerait bien comprendre en fait pourquoi la loi de Gumbel, qui vient des valeurs extrêmes, intervient dans ce problème. Alors comment est-ce que Serroux et compagnie prouvent ça? Ben, en fait, donc la preuve qu'il donne utilise la H transformée de Doob. B est positif, oui. Donc on a ça, et puis x plus. D'accord, donc A, B, x moins x plus sont fixés et sigma tend vers 0. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent la H transformée de Doob, qui est un outil très bien, qui permet en fait de transformer un processus conditionné sur un certain événement en un processus non conditionné pour lequel le drift a été modifié. Et donc à partir du moment où on s'est débarrassé du conditionnement, il y a des méthodes classiques, des formules à la Dynkin, Feynman-Katz, qui permettent d'avoir accès à la transformée de Laplace du temps de transition. Et puis après, ils résolvent ça par force brute. Donc c'est une EDO du second ordre qu'il faut résoudre avec des fonctions cylindriques, paraboliques, etc. Et puis ils tombent sur le résultat. Donc la seule chose qui est un petit peu ennuyeuse, c'est que ça ne donne pas vraiment d'intuition sur le lien avec la théorie des valeurs extrêmes. Alors, donc là, je vais vous parler de résultats récents de Yuri Bakhtin, qui lui, en fait, a... Alors, je dirais qu'il n'a pas complètement résolu le problème, mais il a établi certains liens avec la théorie des temps de vie résiduels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il s'est simplifié un peu la vie en regardant un problème linéaire. Donc ça, c'est un travail de Yuri Bakhtin qui est paru dans Stochastic and Dynamics très récemment. Alors, donc lui, il regarde l'équation linéaire dxt est égal à lambda xt dt plus sigma dwt. Donc ici, lambda est positif comme avant. Et puis, donc on se donne, disons, une condition initiale négative. Donc maintenant, c'est plus un double puits, c'est juste une parabole inversée, le potentiel associé. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on a une représentation explicite de la solution. Donc xt, je peux l'écrire comme e lambda t x tilde t.
où x tilde t, ben, c'est x0 plus sigma intégrale de 0 à t, e moins lambda s dws. D'accord, c'est un peu comme un processus d'Ornstein-Uhlenbeck, sauf qu'il est explosif, enfin, il est instable. Alors en particulier, ce qu'on voit ici, c'est qu'à t fixé, ben, la loi de ceci, on la calcule grâce à l'isométrie d'Ito. Donc en fait, c'est une loi normale avec une variance qui est égale, alors si je n'inclus pas le sigma, c'est 1 moins e moins 2 lambda t sur 2 lambda. Donc en fait, pour commencer, Bakhtin regarde non pas le temps d'atteinte d'un point positif, mais le temps d'atteinte de 0. Donc il s'intéresse à la loi de 0, de tout 0. Et là, on a le principe de réflexion. Donc le principe de réflexion, il nous dit que donc, la proba que tout 0 soit plus petit que t, en fait, c'est 2 fois la proba que x au temps t soit plus grand que 0 si je commence avec un x0 négatif. Alors ça suit simplement la propriété de Markov forte et puis de la symétrie du processus. Alors, x0, xt et x tilde t ont le même signe, hein, donc je peux directement mettre le tilde là-dessus. Et alors, une chose qu'il faut voir, c'est que taux 0 n'est pas nécessairement fini. Donc il y a une proba positive de ne jamais atteindre le 0. C'est parce que le processus, en fait, s'en va très vite vers moins l'infini, dès qu'il s'en éloigne suffisamment. Bon, ça se calcule, hein, la probabilité de jamais atteindre le 0. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la proba que taux 0 soit plus petit, oui c'est ça, taux 0 plus petit que t. Bon, je vais modifier le t dans un petit moment. Sachant que j'atteins le 0. Donc ça, moi, je peux l'écrire avec le principe de réflexion, hein, donc j'écris ça comme un rapport de deux probas, les deux se simplifient, et donc j'obtiens finalement que ça, c'est la même chose que la proba que x tilde t soit positif, sachant que x tilde infini, donc, qui est la... Donc ça admet une limite, on loi, hein, donc sachant que x tilde infini soit plus grand que 0. Alors dans la suite, en fait, comme on aimerait faire apparaître ce shift de log sigma, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un 1 sur lambda log sigma. Donc 1 sur lambda log sigma, hein, ça reste encore vrai. Et vous voyez, la loi de x tilde, je la connais explicitement, hein, c'est une loi normale avec certains paramètres. Donc en fait, cette proba, je peux la traduire en quelque chose qui fait juste intervenir une loi normale standard. Donc c'est simplement la chose suivante. Donc la proba que n soit plus grand que valeur absolue de x0 sur sigma fois l'inverse de cet écart-type là. Alors, oui, le fait que j'ai ajouté quelque chose au t, ça va produire un sigma carré devant l'exponentielle. Hein. Donc, ici, j'ai un sigma carré E moins 2 lambda t qui vient de ce choix du temps. Et puis, sachant que n soit supérieur à x0 sur sigma racine de 2 lambda. Alors c'est là que... ça, maintenant, ça peut se calculer explicitement. Hein, ça fait intervenir juste des fonctions de répartition de loi normale. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'interpréter ça comme une espèce de temps de vie résiduel. Ça ressemble beaucoup à l'expression que j'ai là-haut avec mon R de quelque chose sur R de Z. Et en fait, lorsque sigma devient petit, on peut vraiment interpréter ça, donc en faisant un développement limité en sigma, on peut se ramener à une expression du même type. Alors ça,
lorsque sigma tend vers 0, eh bien, on voit que ça tend vers l'exponentielle de quelque chose qui est moins x0 carré lambda e puissance moins 2 lambda t. D'accord, bon, faut faire le calcul, hein, faut faire les substitutions. Et ça, en fait, il se trouve que c'est la fonction de répartition d'une loi de Gumbel shiftée, donc d'une quantité qui est quoi, qui est x0 carré lambda sur 2 lambda. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit apparaître le lien, en tout cas un certain lien avec la théorie des valeurs extrêmes, c'est que cette probabilité ici, on peut l'interpréter comme un tendu résiduel, et donc vu qu'on a montré que n était dans le bassin d'attraction de la loi de Gumbel, eh bien on obtient ce résultat à la limite. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux parce que vous voyez, cette exponentielle-là, c'est le log de lambda de t, après la formule qui est là-haut. Donc en fait, on utilise le fait que l'argument qui se reproduit ici, c'est de nouveau une exponentielle. Donc en fait, on utilise une propriété de la loi de Gumbel, qui est que le log de lambda évalué en une exponentielle redonne le lambda. Donc le lien n'est pas totalement immédiat, mais en tout cas, voilà ce qui ressort de ce qu'a fait Yuri Bhakti. Alors, on n'a pas encore totalement établi un lien avec le résultat de Serrou et co-auteurs, parce que là, on a juste regardé le temps d'atteinte de 0. Alors oui, il faut peut-être quand même que je précise. Donc ce que Bakhtin en déduit, c'est que la loi de lambda tau 0 moins log sigma, sachant que alors là, sachant qu'on atteint 0 avant A, alors de nouveau, hein, A est inférieur à x0 est inférieur à 0. Donc ça, c'est égal à ce que je viens d'écrire là. Donc, alors, il y a un facteur 2 en fait. J'ai peut-être oublié là, je ne sais pas. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a un facteur 2 en fait que j'ai oublié. x0 carré lambda sur 2 lambda. Alors, comment passer de là à là? Essentiellement, il faut montrer qu'on peut remplacer le conditionnement sur taux 0 fini par le conditionnement sur taux 0 plus petit que taux A. Et en fait, c'est équivalent à la limite lorsque sigma tend vers 0. D'accord, donc il y a un petit travail à faire là. Alors, donc appelons ça théorème 1. Donc il y a un deuxième théorème qui, lui, en fait, est dû à Martin Day dans les années 90, qui, lui, dit ce qui se passe pour aller de 0 à B. Donc si je pose x0 égale 0, et puis je prends un B positif, ce qu'il dit, lui, c'est que la limite, lorsque sigma tend vers 0, de la loi de lambda tau B moins log sigma, sachant taux B plus petit que taux A, c'est égal, donc ça tend en loi vers une variable θ que je vais expliciter tout de suite, plus une constante. Donc ici on a 2b carré lambda sur 2. Alors qu'est-ce que c'est que mon θ majuscule? C'est moins le log de la valeur absolue d'une loi normale centrée réduite. Alors, d'où est-ce que ça vient? En fait, de nouveau, on peut comprendre intuitivement d'où ça vient. Ça vient du fait que mon xt s'écrit comme E lambda t fois
donc mon intégrale ici stochastique, donc fois quelque chose qui est en fait égal à sigma fois un certain écart type fois une variable normale plus un reste. Et en fait, ce reste, il faut montrer qu'il devient négligeable. Et maintenant, si je remplace x par taux, alors si je commence par regarder le minimum de taux A et taux B, donc taux égale l'inf de taux A et taux B, eh bien, j'ai E puissance lambda taux fois sigma quelque chose fois une loi normale plus un reste. Et puis, si on commence par regarder le cas où A égale B, eh bien, si je prends la valeur absolue, à gauche, je sais ce que j'ai. Et puis, si je prends le logarithme ici, je fais ressortir le lambda taux. Et puis, ici, j'ai ma loi normale qui apparaît. Et donc en fait, ça fait sortir le θ avec des constantes devant. D'accord ? Donc, ça, c'est l'intuition. Il faut bien sûr montrer qu'on a le droit de négliger ce reste. Alors, si je combine les deux théorèmes, en fait, ça me permet de trouver une preuve alternative dans le cas linéaire. Donc ça implique le théorème de Seyroux-Guyader, Le Lièvre et Malrieux. Pourquoi ? Eh bien, ça je vous laisse en exercice, c'est de montrer que si vous avez une variable z qui suit une loi de Gumbel standard, que vous lui ajoutez cette variable θ qui est moins log d'une variable d'une loi normale standard, indépendante de z, bon, ça c'est égal en loi à une variable de Gumbel plus une constante qui est un demi-log de 2. Ça se fait bien avec les fonctions caractéristiques qui sont des fonctions gamma. Donc en utilisant les propriétés des fonctions gamma, vous arrivez à montrer ça. D'accord ? Donc ça, en fait, après il faut travailler un petit peu encore sur les conditionnements là, mais en fait essentiellement on ajoute les deux choses et on remonte au résultat précédent de Seyroux et collaborateurs. Donc il y a ce phénomène assez bizarre en fait que 1,5 fois une Gumbel plus cette variable θ, ça donne une Gumbel plus une constante. Ok, donc dans les quelques minutes qui me restent, je voulais brièvement parler d'une généralisation de ça en dimension 2. Alors donc le problème ici est motivé par un problème de synchronisation. Donc ici, j'ai deux variables que je vais appeler R et Φ. Donc R ici, c'est la différence de phase entre deux oscillateurs. Et puis R, c'est la phase, Φ, c'est la phase moyenne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur ? Pensez à une horloge à balancier que vous avez peut-être vue chez vos grands-parents. Donc, si elle est bien construite, elle a un mouvement d'oscillation régulier qui correspond à un cycle limite dans l'espace des phases, une orbite périodique stable. Et puis, en fait, celui qui a remarqué la synchronisation, c'est Christian Huygens, qui était un scientifique et excellent constructeur d'horloges au XVIIe siècle. Il a observé que les horloges n'étaient pas parfaites, elles n'allaient jamais exactement juste, mais il a remarqué que si plusieurs horloges étaient adossées au même mur, les vibrations faisaient qu'en fait elles se synchronisaient. Donc ça ne veut pas dire qu'elles vont juste après, mais en tout cas elles vont toutes faux de la même manière, ce qui est quand même mieux que rien. Et donc on peut écrire des équations différentielles pour ce genre de système, donc une équation donc de dimension 2, donc dRt égale f de rt phi t dt, plus sigma, donc gr, de la même chose fois dwt, et puis d phi t est égal à f phi dt, plus sigma g phi dwt.
où le système déterministe a cette propriété. Donc si je représente phi et r comme ceci, il a la propriété d'avoir une orbite périodique stable qui correspond à un état synchronisé. Ça veut dire que les solutions vont tendre vers cette orbite périodique. Phi étant une phase moyenne est une variable périodique. R aussi, en fait, parce que c'est une différence de phase, mais c'est moins important. Donc ça veut dire que les solutions du système son bruit vont être attirées par cette orbite périodique, et sur cette orbite, la différence de phase est bornée. Donc le système est synchronisé. Et en fait, bon, pour des raisons déjà purement topologiques, il doit y avoir au moins une orbite instable entre les deux. Et lorsqu'on ajoute du bruit, eh bien, ce qu'on observe, c'est que il y a donc le système va passer beaucoup de temps ici, mais de temps en temps, en fait, il va faire ce qu'on appelle un saut de phase, c'est-à-dire, et après, comme c'est périodique, il va revenir ici. Donc, il va passer par l'état instable avant de revenir dans l'état stable. Donc, on peut s'intéresser en particulier à la loi, donc phi, taux 0 ici, où taux 0, ben, c'est le temps de premier passage sur cette orbite instable. Alors, ce qu'on arrive à montrer, donc ça c'est un travail en collaboration avec Barbara Gens et qui est sorti récemment au Siam Journal Math Analysis. Et donc, ce qu'on dit, c'est la chose suivante, c'est que, alors, on va avoir la loi. Alors, θ est une fonction, c'est une paramétrisation appropriée de. Donc, θ, bon, ben, c'est une paramétrisation appropriée. Donc, en particulier, θ' est toujours positive. Alors après, il faut toujours soustraire le log sigma ici. Et il y a une variable supplémentaire qu'il faut soustraire que je vais vous expliquer. Donc, y sigma m. Donc ça, alors on fait d'abord tendre sigma vers 0 et après m vers l'infini. Et ça donne ben, à nouveau la même chose qu'avant, donc une Gumbel, alors plus une certaine constante explicite. Alors ici, t, c'est la période de l'orbite instable. Lambda, c'est son exposant de Lyapunov, ou l'exposant caractéristique. Donc lambda t mesure l'instabilité de l'orbite. Et qu'est-ce que c'est que y sigma m? En fait, c'est une famille de variables aléatoires asymptotiquement géométriques. Donc, elles ont la propriété suivante, c'est que la proba que ce y soit égal à n plus 1, sachant que y est supérieur à n, ben ça, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers une constante qui est la forme e puissance moins im sur sigma carré, et puis avec im, alors qui est une certaine limite plus quelque chose qui tend vers 0 lorsque m tend vers l'infini. Alors c'est 2 lambda mt ici. Alors, donc vous voyez qu'on a un résultat similaire à avant, sauf que en plus on a cette variable aléatoire ici qui prend les valeurs entières, bon, multipliées par lambda t. Donc en fait, quelle est l'interprétation de ça? Ben, en fait, c'est la suivante, c'est que si on applique la théorie des grandes déviations, on trouve des trajectoires optimales pour la transition qui minimisent la fonctionnelle de Freidlin et Wenzel. Alors le problème, c'est qu'en fait, le quasi-potentiel, donc le minimum du coût pour atteindre l'orbite instable, est constant sur l'orbite instable. Ça vient du fait que l'orbite instable est une solution du système déterministe. Donc en fait,
Bon, néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'il y a, donc, il y a des trajectoires comme ceci, gamma infini, qui minimisent la fonction tau. Et puis en fait, tout translaté de gamma infini minimise également la fonction tau. Donc en fait, le y, c'est le numéro du translaté qu'on choisit. D'accord ? Donc si y vaut 1, ça veut dire qu'on a choisi de suivre plus ou moins ce translaté de gamma infini. S'il vaut 2, c'est celui-là, et ainsi de suite. D'accord ? Et le caractère asymptotiquement géométrique vient du fait qu'il y a un trou spectral dans le système, donc on va tendre vers une situation d'équilibre. Voilà. Alors après, je le dirai pas, mais on a aussi des informations sur la longueur de cette transition qui ressemblent beaucoup au résultat de Bakhtin que j'ai dit là-haut. Donc on peut dire aussi des choses sur la loi du temps entre le moment où on quitte un voisinage de l'orbite instable et tau 0, de l'orbite instable jusqu'au retour à l'orbite stable. Et aussi une chose amusante, c'est que si on fait la différence entre des temps successifs où on atteint l'orbite instable, dans la loi, c'est une différence de loi de Gumbel. Et ça aussi, en fait, c'est quelque chose de connu. Donc, c'est une loi qui s'appelle logistique, dont la densité va en 1 sur cos hyperbolique carré. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Donc, avez-vous des questions ? Sur l'identité là, qui est encore écrite au tableau, pardon. Donc on a, donc tu démontres que donc tau 0 donc se comporte en gros comme une Gumbel, mais on voit pas apparaître ce sub de variable aléatoire, donc c'est un peu frustrant, quoi. Enfin pour un probabiliste comme moi, oui. Je sais bien, disons, bon, on a pensé longtemps qu'il y avait peut-être une intuition du genre, le processus fait des tentatives répétées de faire la transition, et finalement c'est le maximum des tailles des excursions qui va compter. Alors peut-être qu'il est possible de voir ça, pour l'instant on n'a pas réussi à le voir. Donc pour l'instant le lien se limite à ce lien avec la théorie des temps de vie résiduels. Mais je suis tout à fait ouvert à toute suggestion, donc si quelqu'un a une idée pour développer ce lien, je suis preneur. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Merci encore.